Salut les Marc et salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et d'ailleurs, mais vous connaissez aussi nos nouvelles émissions ou nos éditions spéciales. Aujourd'hui, vous êtes dans You Talk Too Much, vous êtes dans la 11e édition du monde merveilleux du show vert. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans ce talk exceptionnel, je reçois un invité qui fait chaud au cœur à tous les membres de la team Catch-Up. Je reçois le rédacteur en chef émérite des Cahiers du Catch, origine totale et brutale du podcast Catch-Up. Mesdames et messieurs, sous vos oreilles ébahies, je reçois l'ami Axel. Salut Axel. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Très bien et très ému d'être là dans cet univers merveilleux, multicolore de Discord qui sert à l'enregistrement et au-delà dans cet univers de VoxCatch qui a l'air tellement vivant, énergique et puissant. Donc ça fait très plaisir d'être ici et merci beaucoup de m'inviter. Alors c'est formidable parce que tu commences avec un botch puisque effectivement on n'est pas VoxCatch, on est Catch-Up. D'accord. Non, attends, on n'est plus du tout VoxCatch là? Oh là, je suis largué moi. On s'était vendu à VoxCatch. C'est très bien, ça illustre je suis complètement largué. Tu as vendu ton âme à VoxCatch, on le sait tous, pour de l'argent, bien évidemment. Et Catch-Up n'a rien à voir. Et Catch-Up n'a rien à voir avec VoxCatch. Alors on aura l'occasion d'en parler pendant la review là, parce que j'aurais peut-être une ou deux petites demandes à te faire. Mais ça viendra un peu plus tard. Alors, écoute, je vais situer le tableau à nos auditeurs pour qu'ils te connaissent un peu mieux et puis pour qu'ils comprennent un petit peu l'origine de ta présence à You Talk Too Much dans cette 11e édition. Alors, écoutez, nos chers auditeurs, Axel, l'homme qui est donc au micro en face de moi, est tout simplement le rédacteur en chef des Cahiers du Catch. Et ce monsieur, voyez-vous, a commis ses forfaits pendant plusieurs années sur le site. Et toute l'équipe, et je dis absolument toute l'équipe de Catch-Up est passée à un moment ou à un autre par les Cahiers du Catch pour différentes raisons et pour différentes actions. En l'occurrence, nous sommes 9 en tout à être autour de l'équipe et vous aviez déjà plusieurs chroniqueurs de la team qui étaient des chroniqueurs par écrit réguliers sur Catch-Up, en l'occurrence Giscal, Raphaël, Ringside, IRM et moi-même. Et nos amis Papy, Zigote, Kyrias et l'Amiral étaient eux des forumers convaincus des Cahiers du Catch. Le site s'est créé en 2009. Moi, je suis arrivé en 2013 et sur les Cahiers du Catch. Et le podcast Catch-Up a été créé en 2016. Émanation donc directe des Cahiers du Catch. D'ailleurs, notre Twitter comme notre Instagram s'appelle @CatchupCDC. Donc, la référence est omniprésente dans notre podcast au Cahiers du Catch. Donc, toute l'équipe est ravie d'avoir Axel aujourd'hui pour pouvoir échanger avec lui puis pour pouvoir parler un peu de l'histoire, de la genèse des Cahiers du Catch. Donc, ma première question va être simple, mon cher Axel. Tu vas pouvoir nous parler un peu, nous expliquer la création des Cahiers du Catch, la genèse, comment ça s'est passé tout ça au départ. L'aventure a commencé comment? Alors, l'aventure a commencé concrètement en 2009 avec la création du site, mais la genèse en tant que telle remonte un petit peu plus loin. Je vais même remonter beaucoup plus loin puisque je vais remonter aux années 50. Alors, les années 50, on n'avait pas encore l'idée de faire la Cahier du Catch, surtout parce que nos parents n'avaient pas encore l'idée de nous faire, mais progressivement, c'est de là en fait que le concept, en tout cas des cahiers, est venu, puisque les cahiers du catch sont un hommage aux cahiers du foot, qui eux-mêmes sont un hommage aux cahiers du cinéma. Je ne vais pas m'étendre sur la genèse des cahiers du cinéma, mais les cahiers du foot avaient pour vision, quand ils sont apparus à la fin des années 90, de parler du foot autrement que ça se faisait dans les médias mainstream, et essentiellement l'équipe, France Foot et autres 11 mondiales. L'idée était de parler du foot à la fois comme d'un phénomène global, social, économique, culturel, sportif aussi bien sûr, mais avec un regard décalé, avec un regard parfois politique et aussi avec un humour, disons, à multi-degrés, plusieurs degrés, qui était à la fois
qui était aussi souvent l'humour de chacun des contributeurs. Certains faisaient des parodies, d'autres faisaient des blagues vraiment des espèces de calembours, de jeux de mots pourris, d'autres faisaient des trucs vraiment vulgos, etc. Il y avait vraiment de tout dans les cahiers du foot. Le tout était écrit généralement dans un français soutenu, malgré le fait que l'humour dedans était parfois ras des pâquerettes. Et cette espèce d'univers-là a séduit énormément de monde à la fin des années 90. Donc c'est à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à une époque où on découvrait tous Internet. Et rapidement, après avoir découvert la possibilité d'avoir des emails, d'écouter de la musique ou d'aller voir des femmes toutes nues en photo, on a découvert rapidement qu'il existait la possibilité d'aller sur des forums et de discuter avec des gens qui avaient les mêmes intérêts que nous. Et les cahiers du foot sont apparus à la base comme un site, mais un site avec des articles qui étaient ouverts aux commentaires. Les commentaires ont donné lieu à tout un tas de discussions, donc rapidement, ça a donné lieu à un forum. Et le forum des cahiers du foot existe encore aujourd'hui, hein, Oui. je pense 25 ans après la création, avec je crois aussi le même design à peu près, hein. C'est resté extrêmement rustique et basique, mais bon voilà, ça fonctionne et il y a encore énormément de gens là-bas. Donc tout ça pour dire que à la base, moi je viens de cette petite meute-là des cahiers du foot qui avons commencé à nous retrouver, à découvrir qu'on était très nombreux à avoir cet intérêt pour le foot qui dépassait celui qui était vraiment très basique et très au jour le jour, qui était dispensé dans les grands médias. Et rapidement, le forum des cahiers du foot était devenu un forum où les gens parlaient absolument de tout, pas seulement de foot, il y avait des fils sur plein de sujets, culture, politique, tout ce qu'on veut. Et au final, ils ont eu un bug. Quand le bug du forum des cahiers du foot s'est produit, tous ces gens se sont retrouvés complètement orphelin en se disant mais comment je vais faire, j'ai plus personne à qui parler, où sont mes amis? Et il y en avait 2 ou 3 dans le lot qui étaient un peu plus doués que les autres techniquement, donc ils ont créé un autre forum, un forum de sauvetage, de sauvegarde, qui s'est appelé les Camolox du foot parce que c'était l'époque où c'était la grande mode du jeu le Camolox, donc un jeu qui est complètement absurde, un jeu qui était inventé par Cadet Olivier à l'époque. Voilà, ils ont appelé ça les Camolox du foot. J'imagine que s'ils avaient créé leur forum une semaine plus tôt, une semaine plus tard, ils y auraient donné un autre nom. Là, c'était leur délire du moment. Ça a accroché. Énormément de gens des cahiers du foot sont venus là et ça a créé une communauté des camologues du foot qui ensuite s'est un petit peu détaché des cahiers, mais tout en restant très liés. Bref, ça a donné une communauté avec des centaines et des centaines de personnes qui, au début des années 2000, disons de 2003 à 2009, 2010, je dirais, étaient super actifs. Il y avait un chat, il y avait des centaines de messages par jour. Et les gens s'envoyaient des espèces d'énormes pavés, il y avait des milliers de fils politiques où les gens s'engueulaient, mais pareil en culture, en histoire, en tout ce qu'on veut, en sport, en foot, mais pas seulement, ça parlait de tout. Et quand on parle de tout, bah évidemment, voilà, au bout d'un moment, on en vient à des trucs un petit peu décalés, comme le catch, qui a commencé à donner lieu à un fil ou deux quand on est retombé dessus. Donc moi, j'étais l'un des participants actifs du forum, des Camologues du foot. Et comme on était tout le temps en train de poster des trucs, on avait tous des bullshit jobs, hein, faut dire ce qu'il y a. On était, pour la plupart d'entre nous, on était tous devant des écrans, dans des boîtes où on avait un peu de boulot qu'on faisait très rapidement. Et comme le reste du temps, on n'avait rien à faire d'autre que de traîner sur Internet, et ben, on passait notre temps à chatter et à délirer de diverses façons sur le forum. À un moment donné, le catch m'est retombé sous les yeux, je pense que ça devait être en 2008. Je dis retombé parce que j'avais eu une période bien plus tôt, dans les années 90, quand ça passait sur Canal encore, où je regardais ça avec beaucoup d'entrain, j'étais beaucoup plus jeune. Là, je suis retombé dessus un jour à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne du bouquet Free, avec les commentaires d'Ajus et Chéreau. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ce truc existe encore. Alors, ça m'était complètement sorti de la tête, j'avais eu un blackout complet entre, disons, 95 et 2008. Et là, j'ai été stupéfait en découvrant que non seulement ça existait encore, mais que certains mecs dont je me souvenais de l'époque étaient encore là. Les Shawn Michaels, Undertaker et compagnie. Et donc, je me suis mis à en parler avec mes copains sur le Camolox. Certains ont accroché et d'autres non. Mais bon, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre une certaine place sur le Camolox. Et finalement, on a commencé tellement à saouler tout le monde parce qu'on s'est mis à regarder les shows, à lire des analyses sur le web, etc., etc. Et au bout d'un moment, on a commencé un peu à parasiter les Camolox avec le catch. On allait intervenir dans des discussions politiques en mettant des photos de RKO, j'en sais rien,
Au bout d'un moment, ils nous ont dit, bon, vous êtes gentils, mais vous savez quoi, vous avez qu'à aller créer les cahiers du catch, hein, comme on a créé les cahiers du foot, parce que ça a l'air de vous passionner. Et pareil, dans un délire de désœuvrement, on a dit, bah, pourquoi pas. Alors, nous, quand je dis nous, c'était moi et Mac aussi, qui était une posteuse très active également comme moi, donc, qui s'appelait Océane sur Camolox. On s'est dit, allez, on va créer ça. Et il y a un ou deux mecs, je pense, qui voulaient surtout se débarrasser de nous et de notre spam permanent sur le Camolox. Et ils ont dit, on va vous aider, hein, puisque nous, on est des gros boulets, et ceux qui ont bossé avec nous sur le cahier du catch en ont peut-être le souvenir. Et tu t'en es rendu compte d'ailleurs aujourd'hui quand tu as essayé de me brancher pendant à peu près 48 heures sur Discord pour qu'on arrive à faire ce podcast. On n'est pas vraiment les plus doués en matière d'informatique, mais il y avait quelques personnes sur le Camolox qui ont eu la gentillesse, ou plutôt justement l'instant de survie pour se débarrasser de nous créer ce site. Ils nous ont créé le site, ils nous ont expliqué comment ça pouvait fonctionner, comment on pouvait faire en sorte d'y accrocher des articles. Et on a fait ça, on a balancé un article ou deux dessus, en se disant rien du tout, à vrai dire, parce qu'on faisait plein de conneries de ce genre à l'époque. Il faut vraiment, pour que le contexte soit clair, il faut s'imaginer des gens adultes, parfois mariés, parfois avec des enfants, mais qui sont dans des boulots où ils ont énormément de temps libre et qui ne sont pas foutus d'occuper leur temps libre à quelque chose d'autre que d'être des post-adolescents complètement dégénérés. Pendant Donc, toutes ces... Oui, pardon. tu crées donc le site avec Mac aussi. Tu Voilà. lances ça en 2009. Et la sauce prend tout de suite? Écoute, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que oui, la sauce a pris tout de suite. Ça nous a surpris parce qu'on se disait que nous, on avait une approche qui était... déjà, c'était plein de private jokes qu'on se faisait entre nous. En fait, on s'était fait... À la base, encore une fois, on pensait vraiment pas que ça allait loin, que ça allait donner lieu à tout un tas, des centaines de posts, etc., à la création ensuite d'un forum des cahiers du catch et ainsi de suite. On pensait vraiment à rien du tout. On s'est dit, vu qu'on avait fait 2-3 pavés assez longs qu'on avait postés sur le site des Camolox du foot, sur le forum des Camolox du foot, on s'est dit, on n'a qu'à mettre ces pavés sur ce truc-là et puis on verra ce qui se passe. Mais sauf que c'était 2009 et c'était la grosse mode du catch à ce moment-là en France, notamment auprès des gamins. C'était le moment. Ouais, c'est ça. C'est que là, vraiment, c'était une époque où énormément de gens, notamment parmi les plus jeunes, suivaient le catch. Et donc, il y avait beaucoup de forums, il y avait beaucoup de sites, il y avait vraiment une espèce de... Il y avait énormément, notamment, de presse écrite, hein, de journaux, de mensuels, de bimensuels. Il y avait des bouquins de catch, il y avait des figurines partout, etc. Et du coup, ouais, des gens sont arrivés et ils ont commencé à commenter. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, le commentaire. Je pense que je vais revenir plusieurs fois pendant le podcast. Oh oui. Oui, parce que ça, c'est bon, j'ai longtemps entendu tout le monde là-dessus. Quand tu écris un truc, quand tu écris un post sur un forum de 2 lignes pour dire je trouve vraiment que Horton, il est vraiment super, ou il est super chiant, et j'espère qu'il sera champion, ou j'espère qu'il va se faire virer, bon, c'est rien, t'attends pas grand-chose. Quand par contre, tu finis par fignoler tout un long truc où tu réfléchis d'abord comment tu vas le construire, comment tu vas écrire une ode à Randy Orton dans le style de tel ou tel écrivain ou dans le style de tel ou tel chanteur, j'en sais rien, et que tu réfléchis aux vignettes, au machin, bref, c'est beaucoup de boulot, mine de rien. Et quand au final tu craches tout ton truc et que tu reviens le lendemain, disons, et tu vois 10 commentaires ou 15 commentaires qui disent c'est super, c'est génial, c'est super marrant, c'est éclaté à te lire, eh bien, évidemment, c'est bon pour l'ego, c'est agréable. Tu dis, ah, c'est super, c'est sympa, c'est cool, je vais en refaire. Et donc, tu en refais, les gens arrivent, et puis certains, tu vois très vite qu'ils s'y connaissent beaucoup plus que toi. L'un des trucs qui nous a stupéfaits au début, nous, encore une fois, soyons très clairs, on avait un énorme mépris envers le catch au départ. On n'était pas du tout dans cette optique de dire, c'est un univers entier, riche, avec ses codes, avec ses langages, son histoire, etc. Pour nous, c'était vraiment un truc complètement over the top de demeurer, qu'on regardait comme on aurait pu regarder au 8e degré une émission de télé-réalité, genre, j'en sais rien, parce que j'en ai jamais regardé à vrai dire, parce que voilà, j'ai pas eu énormément de temps pour ça, mais bon, comme si on avait regardé Love Story ou j'en sais rien, on avait fait des trucs hyper sérieux là-dessus, voilà, au 2e, second, 8e degré. On pensait vraiment que c'était un truc de mongol, genre, ouais, ils font semblant de croire que ces mecs en slip se battent. Assez rapidement, on s'est rendu compte que derrière tout ça, il y avait effectivement tout ce que je viens de dire, une histoire,
des codes, des références, que notamment les performances des catcheurs eux-mêmes étaient stupéfiantes en termes de à la fois d'efforts physiques, de jeu d'acteurs, etc., que tout ça, c'était complètement original et incomparable à quoi que ce soit d'autre, puisqu'il y a aussi ce jeu permanent avec le public, le fait que les catcheurs eux-mêmes peuvent improviser, que c'est un spectacle qui a priori est complètement écrit et scénarisé au départ, mais il peut y avoir au fur et à mesure des moments qui ne sont pas prévus. Et on a commencé à comprendre tout ça et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y connaissaient, mais tellement Ouais. plus que nous. Et nous, on a eu certains commentateurs de nos articles qui ont fait des commentaires qui nous ont ouvert complètement sur des tas et des tas et des tas de dimensions du catch qui nous, pour nous, étaient complètement. Enfin, on se doutait même pas que ça existait. Notamment un mec qui postait sous le nom de Spanish and Unstable et qui rapidement nous a rejoint, qui était une espèce d'encyclopédie, une espèce de gros Oui. nerd du catch qui connaissait toute l'histoire du catch depuis les années 50 avec les territoires, tous les sigles possibles et imaginables et voilà, qui avait lu tous les bouquins, les bios, etc. Et qui évidemment en savait beaucoup plus que nous. Et petit à petit, entre lui et d'autres personnes, nous, sans doute parmi toutes les personnes qui écrivaient et commentaient sur le cahier du catch, assez rapidement, c'est devenu un truc assez nombreux, enfin, assez suivi, il y avait beaucoup de monde. Makosi et moi, on était, enfin, Makosi, Océane à la base, sur Camolox, qui s'était pris comme pseudo Makosi parce qu'elle était fan de Steph McMahon, donc elle a fait Mac Makosi, bref. On était sans aucun doute ceux qui connaissaient le moins le catch. Et pourtant, on était les deux fondateurs, rédac-chefs du truc. Mais on n'y connaissait que dalle. Nous, tout ce qu'on avait, nous, c'était ce ton qui était pas mal inspiré, encore une fois, des cahiers du foot, avec notamment des formats. Les cahiers du foot, ils avaient inventé beaucoup de formats humoristiques. On a aussi, elle et moi, surtout moi, mais elle aussi, beaucoup, beaucoup contribué au cahier du foot. On a écrit pas mal d'articles pour le site, pour la revue papier, etc. Et donc, du coup, c'était assez facile de transvaser vers les cahiers du catch des concepts qui étaient nés sur les cahiers du foot, par exemple, des trucs du genre 24 heures dans la vie d'eux. On avait fait 2-3 formats comme ça pour le catch au début, en 2009, parce que sur les cahiers du foot, on avait l'habitude de faire 24 heures dans la vie du PSG ou 24 heures dans la vie de Zinedine Zidane, tu vois, peu importe. Là, on faisait 24 heures dans la vie de Stéphanie McMahon ou 24 heures dans la vie de Matardi ou peu importe. Et du coup, voilà, c'était des formats qui prêtent assez facilement, qui donnent assez facilement lieu à des vannes. Les vignettes, pareil, ça vient aussi des cahiers, donc on s'est pas mal inspiré d'eux. Ça a aussi été un truc qui nous a ramené pas mal de monde, puisque les cahiers du foot qui ont un très très gros lectorat quand même, ils nous ont fait de la pub. Voilà, ils nous ont permis de faire un article ou deux chez eux pour essayer de ramener du monde. Et c'est là qu'on a découvert que parmi les gens des cahiers du foot, il y avait pas mal de gens qui s'intéressaient un petit peu, voire beaucoup au catch, et donc qui nous ont rejoints ensuite. Donc voilà, il y a cette filiation de départ. Mais cette filiation, elle est surtout au niveau du style, au niveau de la tonalité et au niveau du principe de base. Le principe de base des cahiers du foot, c'est celui qu'on a repris exactement à l'identique pour les cahiers du catch. C'était, on a envie de créer le site qu'on aurait envie de lire. Moi, je me disais, moi, j'aurais envie de lire un truc parce que je suis allé voir un petit peu les sites de catch de l'époque. J'ai trouvé ça catastrophique. Déjà c'était des pages qui étaient super laides avec c'était l'époque, tu sais, où les gens créaient des bannières multicolores dans tous les sens. C'était écrit par des gens qui avaient qui étaient sans doute très jeunes, qui écrivaient super mal et qui n'avaient strictement rien à dire. Enfin, c'était vraiment le niveau zéro. Il n'y avait aucun intérêt. C'était mieux à chier. Et je me suis dit, il y a quand même du monde qui peut avoir ce regard un peu sarcastique, sardonique et pour te dire un petit peu élitiste, quoi, tu vois, parce que l'un des trucs des cahiers du foot, c'est qu'évidemment le foot, c'est aussi un univers qui attire beaucoup de gens voilà, qui sont un peu bas du front, on va dire, et il y a énormément de forums où les gens disent ouais, vous les Parisiens, vous les Marseillais, je sais pas quoi, et ça va pas plus haut, quoi. Les cahiers du foot ont réussi à très rapidement dégager tout le monde, non pas dégager tout ce monde-là, non pas en bannissant, en bloquant, etc., mais uniquement par le fait que le niveau de langage employé était un niveau de langage tellement soutenu que finalement les gens n'y allaient pas. Donc il y avait un petit côté élitaire dans les cahiers du foot qu'on a repris un peu dans les cahiers du catch. On s'est dit, si nous on a envie de faire des références à des trucs
on ne va pas non plus se faire passer pour des gens hyper cultivés, tu vois, mais voilà, on a quand même fait vaguement des études, on est tous issus de milieux où c'est considéré comme étant la norme de parler naturellement voilà, de littérature, de cinéma et ainsi de suite. Même si d'autres, pas mal de nos congénères sont allés beaucoup plus haut là-dedans et du coup eux n'avaient pas du tout d'intérêt pour le catch parce qu'à ce stade ils étaient passés déjà à des trucs un peu plus profonds, disons. Mais voilà, nous on avait quand même cette envie d'être entre nous, d'avoir un petit entre nous, mais le catch pouvait être une cause pour ça, il a un vecteur. Alors, peuple de catch-up, vous voyez, je vous ai pas vendu de la mauvaise cam là, parce que là, vous avez trouvé en Axel un mec qui parle plus que moi et à qui j'arrive même pas à couper la parole. Donc, va falloir accrocher vos ceintures parce que ça va être chaud cette 11e édition de You Talk Too Much. Alors, écoute, j'ai des questions par rapport à ça. Voilà, tu crées les cahiers du catch en 2009, ça se lance. Vous êtes basé voilà, sur le concept un peu des cahiers du foot. Dans un univers quand même totalement différent. Alors moi, l'affiliation avec les cahiers du catch, je viens pas du tout du football parce que moi, je vous ai pas du tout découvert grâce aux cahiers du foot. Moi, je vous ai découvert parce que je fouillais justement sur les sites de catch et que comme toi, je trouvais que c'était catastrophique et du coup, je ne trouvais rien à quoi m'intéresser. Et je suis tombé, je crois qu'à l'époque, c'était en faisant une recherche sur le SummerSlam 2013. Je tombe sur un article SummerSlam 2013, les cahiers du catch, et je me dis, tiens, je connais pas ce site. Je vais aller y faire un tour. Et j'ouvre le truc, et là, c'est la lumière est venue des cahiers du catch. Je découvre ce papier. Alors, je peux plus te dire qui avait signé ce papier. Je découvre ce papier, je lis ça, je dis, putain, mais c'est dingue ce truc, quoi. Qui a écrit un truc pareil? Et donc, du coup, je commence à fouiller un peu sur le site, je commence à aller lire différents trucs. Je découvre que vous aviez même fait des CDC NXT pour découvrir un peu des nouveaux chroniqueurs, dont Papy a fait partie. Je crois même qu'il a été finaliste lors de la deuxième saison. Et il avait perdu face à Johnny Lawrence. Et effectivement, exactement. Je rejoins sur toutes les informations que tu nous as données précédemment. Je lis, dans les premiers papiers que je lis des papiers de Spanish Announce Table. Donc, je ne sais pas s'il nous entend, notre Spanish Announce Table, mais si un jour il veut venir faire un petit coucou au catch-up, il sera le bienvenu, parce qu'effectivement, cet homme était une encyclopédie, et c'était incroyable. Et donc, moi, j'arrive en 2013, je m'abonne, et puis je commence à participer au forum. Donc là, je reviens vers toi. Au fur et à mesure des années, au bout de 2, 3, 4 ans, comment ça s'est passé? Comment ça s'est constitué? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as créé une équipe de rédacteurs qui était relativement stable et qui était toujours présente. Toi, tu écrivais beaucoup, hein, parce que, attention, hein, Peuple de Catch-up, Axel, là, on est en train de parler d'une grande plume, peut-être pour moi, peut-être la plus grande plume de l'histoire des sites de catch francophones. On va en parler un peu plus loin, mais j'ai des souvenirs de certains papiers totalement incroyables avec toi. Et donc voilà, je reviens sur ma question de base. Tu as constitué cette équipe, comment ça se passait? Voilà, tu avais eu un noyau, et puis après, tu as eu une agrégation, tu as eu des mecs qui sont arrivés au fur et à mesure des années? Voilà, effectivement, en fait, on a eu beaucoup de lecteurs initialement, parce que le forum ne s'est pas créé tout de suite. Au départ, c'était uniquement dans les commentaires qu'on échangeait avec les auteurs. On avait aussi une adresse email de contact où certains pouvaient nous envoyer des mails, et du coup, parfois, il y a des gens qui écrivaient et disaient, moi, je vous ferais bien un article sur tel truc ou tel truc ou tel truc. Et dans les commentaires, parfois, comme justement, c'est là qu'on a découvert Spanish, la première fois qu'il nous a fait un commentaire, moi, j'avais l'impression de lire une langue étrangère. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y avait tout ce jargon déjà du catch que nous, on découvrait. On a d'ailleurs fait un dico du catch pour essayer d'expliquer ça Oui. à des néophytes comme nous, parce que nous-mêmes, quand on a découvert ça, il y avait 1 million de termes qu'on connaissait absolument pas. Donc, effectivement, quand on s'est rendu compte qu'il y avait tant de gens qui pouvaient en parler au moins aussi bien que nous sur le style et sans doute de façon beaucoup plus profonde sur le fond, on s'est dit, il n'y a aucune raison que ce truc reste uniquement cantonné au truc que nous, Océane et moi, on fait. Tu vois, on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant l'ouvrir. En plus, parallèlement, ce qui s'est passé, c'est que, comme évidemment, la première chose qu'on est allé faire, elle et moi, c'est qu'on est allé courir sur notre alma mater des Camolox du foot pour leur dire, les gars, c'est génial, venez, on fait le cahier du catch, venez nous voir, etc. Au bout d'un moment, les mecs, ils nous ont virés. C'était pour déconner, ces gens, ils nous ont virés 3 jours, genre, ok, ça suffit parce que vous spammez tous les fils, etc. Il y en a marre. Et comme c'était un moment où on postait déjà beaucoup sur les deux, on s'est dit, bah, c'est bien, comme ça, on va arrêter les Camolox. Et on a pu se consacrer complètement, elle et moi,
au cahier du catch. Et donc consacrer tout le temps qu'on avait, chacun dans son bureau, à bosser sur ces trucs-là. Donc, on avait beaucoup de temps, on avait beaucoup de commentateurs qui avaient des choses à dire, et on a rapidement proposé à tout un chacun de faire des papiers. Les gens nous envoyaient les papiers, nous, on les mettait en ligne. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que c'était plus facile de donner la possibilité aux gens de le faire eux-mêmes. Donc, on a créé les statuts de rédacteurs pour que les gens puissent faire eux-mêmes des trucs. Et en fait, assez rapidement, on s'est retrouvés, en quelque sorte, obligés, forcés, contraints à écrire de plus en plus. C'est devenu petit à petit une contrainte. Au début, c'était vraiment un truc, c'était oh le délire, je vais faire un truc sur l'Undertaker. Et puis après, c'était ah oui, mais alors il y a eu WrestleMania, il faut faire un papier. Bon, on fait un papier sur WrestleMania. Et puis après, il y a le Raw d'après. Et puis il y a le SmackDown suivant. Et puis il y a le Raw d'après. On a commencé sans trop comprendre comment ça se produisait à être obligé de faire un papier par show. Donc on faisait un papier par Raw, un papier par SmackDown, un papier par pay-per-view. Ouais. Assez rapidement, on a fait un concours de pronos qui, pareil, était assez prenant parce qu'il fallait d'abord créer le poste de concours de pronos, puis il fallait décrypter les résultats, etc. Il fallait décompter. Au début, on faisait ça pratiquement à la main. Après, on a fini par avoir un module, etc. Parce qu'il y avait des gens gentils qui nous aidaient à faire. Donc, tout ça pour dire que ça commençait à nous prendre de plus en plus de temps. Et même si c'était toujours fun parce qu'on essayait de trouver des trucs, des formats variés, des manières originales d'en parler, et même si il y a eu de plus en plus d'auteurs et donc on pouvait dispatcher un petit peu la copie au fur et à mesure, au bout d'un moment, moi je me suis surpris à me dire mais en fait, tu vois, genre c'est le soir, je suis un peu crevé. Ah ouais, mais merde, Raw c'était avant-hier. Faut quand même que je fasse mon truc pour demain, quoi, tu vois. Et Ouais. comme je suis un peu graphomane et comme en plus, comme tu le sais, un épisode d'Euro, c'est 3 heures, tu as 1 million de séquences, tu as des segments backstage, tu as des trucs, tu as les vignettes, donc il faut faire les captures en temps réel, les uploader ensuite sur Flickr, les redescendre ensuite, etc. Rédiger ce qu'on appelait une analyse, non pas une analyse, eh ben, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et au bout de quelques années, même si on était assez nombreux à le faire, ça commençait à être dur parce que en même temps, parallèlement, on aimait bien faire des trucs originaux, des formats un petit peu différents, etc. On a testé divers variantes, notamment, je me souviens, on a fait des trucs avec notamment Henri Dess, qui était absolument excellent et qui était lui prof de français, donc avec une bonne culture littéraire, etc. Où on faisait des parodies de poèmes, etc., etc. Mais au bout d'un moment, c'est devenu une espèce de boulot pratiquement qui n'était Ouais. pas voilà. Et ça, c'est vrai que ça nous a un petit peu fatigués au fur et à mesure. Et c'est ça qui explique qu'au bout d'un moment, alors je vais y arriver un petit peu au fait aux raisons pour lesquelles on a fini par s'en détacher. Je reviens juste au début sur le fait que dans les années 2009, au début, l'enthousiasme qu'on avait a été aussi assez vite multiplié par le fait qu'on s'est vu à notre grande surprise démarchés par des maisons d'édition, par Hachette notamment, qui sont venus nous voir, enfin qui nous ont écrit pour nous dire salut, le catch bat son plein, est-ce que ça vous dit de nous faire alors on a fait une boîte de jeux, on a fait un livre genre les 50 superstars du catch, et on a eu des collaborations avec plusieurs journaux de catch, dont je serais bien en peine de te dire comment ils s'appelaient, puisqu'ils avaient tous à peu près les mêmes noms, Pure Catch, Super Catch, Planète Planet Catch, je sais pas quoi. Catch, ouais. Voilà, il y en avait plein, plein, plein. Et ils nous demandaient de faire ça, c'était vraiment des trucs en général très premier degré, mais pas nécessairement. Genre, enfin, il y avait des contraintes aussi, mais c'était rigolo de le faire. C'était genre, bon, c'est pour des enfants, c'est pour des marques, mais quand même, faites un truc humour. On faisait des trucs un peu humoristiques, genre 24 heures dans la vie de Jeff Hardy ou de CM Punk, mais c'était un peu in character, quoi. Fallait suivre un petit peu le kayfabe, etc. Donc, ça, c'était payé. Et donc là, soudain, on a eu ce moment, ça, c'était vraiment dans les premiers mois des cahiers du catch. Non seulement on s'éclatait à faire des articles, on était réjouis parce qu'on avait plein de gens qui nous disaient c'est super drôle ce que vous faites, j'adore, j'ai envie de faire pareil, etc. Donc évidemment, ça c'est agréable pour l'ego. Et en plus, on gagnait du pognon. Alors, on ne gagnait pas beaucoup de pognon, hein, mais on a dû, putain, je ne sais plus exactement combien c'était, mais on a dû se faire. Je pense que les meilleures années, ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 1 an ou 2 avant que ça retombe, mais il y avait des années où j'ai dû me faire 4 ou 5 000 euros grâce à ça. Ah Parce que, ouais. ouais,
parce que on avait des contrats avec, enfin des accords en tout cas avec ces journaux où il fallait qu'on les alimente chaque mois, tu vois, ou genre chaque mois il fallait qu'on leur fasse 10 pages. En vérité, par rapport à des vraies piges de journalistes, c'est que dalle, tu vois. Enfin, ils D'accord, auraient ouais. dû payer beaucoup plus cher si c'était dans un cadre professionnel, strict, sérieux, etc. Là, c'était pas le cas. Pour nous, évidemment, c'était tout bénef parce que c'était des papiers. Bon, après, non, on pouvait pas s'en servir pour les cahiers parce que c'était un autre ton, etc. Et en plus, je me demande si c'était pas un truc qu'on était censé utiliser uniquement pour les trucs pour leurs journaux papier. Mais en tout cas, voilà, on avait cette possibilité de faire beaucoup de choses et d'être payé pour ça. Donc, j'ai encore chez moi ce bouquin, Les 50 superstars du catch, avec Triple H en majesté sur la couverture. Et pour le coup, on a aussi évidemment sollicité plusieurs de nos co-auteurs, donc des mecs comme Spanish notamment, comme Joby Jobber et d'autres gars qui nous ont aidés à écrire sur ces trucs-là. Du coup, à partir, on va dire, de 2012-2013, le site, il a 3-4 ans d'existence, voilà, il a pris de l'ampleur. Il y a tout ce que tu viens d'expliquer là. Et là, tu as une arrivée, parce que moi, c'est un peu, moi, je l'ai constaté de moi-même. Tu as une arrivée de pas mal de chroniqueurs à partir de 2013-2014. Le site devient de plus en plus fourni. Effectivement, vous arrivez à un mode de production où il est reviewé SmackDown, il est reviewé Raw, il est reviewé les pay-per-view et parfois il est reviewé d'autres choses, d'autres fédérations. Sache quand même que pour nous, sur Catch-Up, finalement, c'est un peu notre mode de fonctionnement puisque la team Catch-Up review tous les Raw, tous les SmackDown, de tous les NXT dorénavant, les weekly de la All Elite Wrestling et puis tous les pay-per-view de l'année, quoi. Donc on est resté finalement sur le même principe que les cahiers du catch, sauf que de l'écrit, on est passé à l'oral. Donc quand tu as cet afflux là de chroniqueurs, comment ça se passe? Comment tu gères à ce moment-là, là, à partir de 2013-2014? En vérité, je pense que l'afflux de chroniqueurs, il est antérieur. Je pense pas qu'il y a une espèce de nouvelle vague soudain en 2013-2014. Je pense que ça a été assez constant à partir du début en Okay. 2009. On a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées en 2009, d'autres en 2010, d'autres en 2011, d'autres en 2012. Je pense que jusqu'en 2013-2014, c'était des vagues assez régulières avec pas mal de gens qui restaient et qui écrivaient pendant plusieurs années, d'autres qui écrivaient quelques trucs et puis qui disparaissaient, qui réapparaissaient plusieurs mois plus tard, etc., etc. Pour être tout à fait franc, l'un des soucis que j'ai eu, entre guillemets, enfin, souci c'est beaucoup dire, évidemment, on était très content d'avoir beaucoup de gens qui écrivaient, mais assez rapidement, on a eu l'impression que la tonalité initiale, qui était complètement déglingo, etc., elle se perdait un petit peu parce que quand tu dois faire une review de n'importe quel SmackDown de semaine, eh ben, tu te retrouves finalement à faire à peu près ce que tu lis aussi ailleurs. Nous, on lisait beaucoup de sites, notamment anglophones, notamment Ask411, qui faisait énormément de... je me demande, non, c'était pas Ask411, c'était 411 Wrestling, Ouais. qui faisait des reviews hyper détaillées. Au bout d'un moment, moi, je regardais mes trucs et je me disais, mais en fait, ce qu'on fait, c'est la même chose. On faisait des trucs où on disait, suis un match entre bidule et trucs. Le match est pas mauvais, il se finit par la victoire de machin, tu vois. Bon. Et au bout d'un moment, ça commençait à devenir un petit peu artificiel. Enfin, je me demandais, mais est-ce que c'était vraiment le sens initial de faire ces trucs-là? On a eu plusieurs. Franchement, je suis très reconnaissant à tout le monde, à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire, de faire l'effort, etc. Mais il y avait des papiers, il y avait des auteurs qui étaient juste plus, disons, voilà, on va dire, comment dire, durement, quoi, mais plus plat que d'autres, qui avaient moins d'inspiration, qui avaient moins, ou en tout cas, ou peut-être j'ai toujours pensé que c'était pas forcément l'inspiration qui manquait aux gens, mais c'était soit la confiance, soit la liberté de se dire je peux faire ce que je veux. Nous, on disait aux gens, mais fais ce que tu veux si tu as envie de faire un truc. Quelqu'un nous a fait un truc, une comparaison entre le catch et le monde des Pokémon. Moi, j'ai jamais compris ce que c'est les Pokémon, mais je trouve ça très bien qu'on fasse ça ou autre chose, tu vois. C'était vraiment open bar. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Le seul truc qui me faisait chier, c'était des articles qui étaient plats et sans grand intérêt. Et finalement, Ouais, c'était plus dans la review sportive presque finalement que exactement, dans le décalage, exactement. que dans le décalage que propose l'ignoble sport. Voilà, exactement. Donc, il y avait beaucoup de reviews qui étaient, enfin pas beaucoup, mais il y en avait un certain nombre, y compris d'ailleurs faites par nous-mêmes. Hein, tu vois, je m'inclus complètement dans le lot parce que t'es pas toujours dans un truc, tu dis, Ah tiens, oui. c'est génial, j'ai une super idée, là, je vais faire un truc en alexandrin. Non, tu vois, enfin, parfois, t'as ni le temps ni l'énergie de le faire.
Donc voilà, bah, un peu comme un combat de catch où tu as l'impression de l'avoir vu 1000 fois, et ben ta review, c'est un petit peu pareil, quoi. Au début, tu vas aller, comme les deux catcheurs vont s'empoigner au début, se pousser un petit peu, et puis il y en a un qui va faire une prise de tête à l'autre, et l'autre va le jeter dans les cordes. Tu sais exactement ce qui va se passer. Lui, il va se jeter au sol, l'autre va sauter par-dessus, voilà. Tu sais que ça va se passer comme ça. Et ben nous, les reviews, c'était pareil. C'était, tu démarrais, tu disais, il s'est passé ça aujourd'hui, toc, la vignette, avec, et c'est pas évident non plus, hein, parce qu'on imposait un petit peu ce format-là avec les vignettes, et c'est pas facile de faire de l'humour, hein. Dieu sait que là, ça m'a donné, cette expérience avec Educash, ça m'a donné beaucoup, ça m'a conféré beaucoup de respect pour les humoristes professionnels. Putain, c'est pas évident de te dire chaque jour, allez, maintenant, je vais faire des bonnes vannes. Au bout d'un moment, j'ai eu 200 fois la même vignette avec, genre, le mec qui saute par-dessus l'autre et un truc bien, ouais, j'ai gagné le championnat du monde de saute-mouton, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais encore une fois, je jette pas la pierre parce que je dis pas non plus que moi-même j'ai toujours fait des trucs hilarants. Évidemment, au bout d'un moment, c'est un peu, tu commences à te demander pourquoi tu fais tout ça. Surtout que on a créé le forum, et le forum, c'est très bien parce que ça a permis évidemment beaucoup plus d'interaction entre les gens, des discussions beaucoup plus poussées que le format des commentaires en tant que tel. Mais par contre, évidemment, ça a cannibalisé toutes ces discussions-là. Et donc, du coup, nos papiers qu'on pouvait mettre 3 à 4 heures parfois à écrire au détriment de notre vie sociale, personnelle, etc., ces papiers-là, ça faisait quoi? Ça faisait qu'on se retrouvait avec, après, 2 commentaires, parfois, ou 1, Ouais. ou 0. Et parfois, tu te faisais chier à faire ton papier de 3 ou 4 heures avec des références. Effectivement, on est toujours resté fidèle au principe, enfin, on essayait en tout cas, faire le site qu'on aimerait lire. Et donc, tu faisais des références à tel ou tel bouquin ou film, etc. Encore une fois, hein, pas nécessairement des trucs de haute culture, ça peut être des trucs vraiment de sous-culture. Et je sais que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus une sous-culture qu'une haute culture, quoi. Mais quoi qu'il en soit, on faisait des trucs assez longs, assez complexes quand même à rédiger, à préparer, même techniquement, encore une fois, hein, tout le truc de capture d'image, on a capturé. J'avais 60 000 photos sur Flickr, tu vois, au bout d'un moment donné, Ouais. sur l'album, enfin, sur l'ensemble des albums, machin. C'était colossal. Et tout ça pour avoir au final un commentaire qui faisait parfois une ligne. C'était juste Alors, quelqu'un qui allait, non pas, même pas commenter l'article, qui allait dire son truc en disant ouais, franchement, j'en ai marre du mise. Et tu fais bon, ok, d'accord, tu vois. Tu retournes, alors tu retournes le lendemain, tu vois, vous avez un nouveau commentaire, tu lis que ça, bon, tu dis bon. Okay. on a alors finalement cette guerre des commentaires, hein, pour tous les rédacteurs en chef et même pour nous, si tu veux, elle continue. Parce que vois-tu, on vit la même chose à Catch-Up, parce que nous aussi, on lance un appel régulier à nos auditeurs pour qu'ils laissent beaucoup plus de commentaires sur les vidéos YouTube, parce qu'en l'occurrence, nous, on est présents sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Sur les plateformes de podcast, il n'y a pas de système de commentaires, donc c'est simple, là, c'est vraiment les gens viennent, téléchargent, écoutent leur review, et puis voilà. Par contre, sur YouTube, ils ont la possibilité de laisser des commentaires, sur le Discord aussi, bien sûr, mais sur le Discord, c'est un peu plus restreint. Moi, je sais que je suis comme toi, finalement, j'ai pris ton pli et je suis toujours en train de batailler et d'aller à la guerre avec nos auditeurs pour qu'ils nous laissent des commentaires. Parce que dans YouTube, les commentaires, c'est un peu le nerf de la guerre avec les likes, parce que c'est ce qui aide au référencement. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo reste longtemps à l'affiche, plus elle grossit, plus elle grimpe. Et finalement, sur un site par écrit, c'était exactement le même principe. Plus tu avais de commentaires sous ton article, plus ton article il était référencé dans Google, et plus tu avais de chances de faire venir du public. Et donc finalement, tu vois, en étant passé, les cahiers du catch sont passés par le truchement de Catch-Up, sont passés en mode podcast radio, mais on vit un peu les mêmes problèmes que toi vis-à-vis de la guerre des commentaires. Une fois que voilà, tout ça s'était lancé, ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça marchait vraiment fort. Enfin, moi j'ai vécu toute la période 2013-2018. Donc, on va arriver sur cette fameuse année 2018, parce que là, en 2018, après, malgré tout, des sessions assez incroyables, il y avait un énorme concours de pronos sur les cahiers du catch. Au moment de WrestleMania, il y avait un tombereau d'articles qui tombaient avec plein de chroniqueurs qui faisaient des articles spécifiques aux rivalités des matchs qu'il y avait à WrestleMania, etc. Je le sais parce que j'en ai écrit. Et là, à ce moment-là, il y a un basculement que tu vas pouvoir expliquer. On sent bien que toi, et peut-être d'autres d'ailleurs aussi, commencent à en avoir assez, commencent à avoir plus de temps pour pouvoir gérer la homepage, etc.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment tu décides d'arrêter? Comment se passe la migration? Comment se termine finalement cette aventure qui aura duré 10 ans et qui dure encore parce que les cahiers du catch existent toujours. Ils sont dorénavant, c'est un lien blog hébergé par le site VoxCatch. D'ailleurs, on lance un appel au rédacteur en chef Darren Fock parce que nous, on aimerait bien un catch-up, avoir un petit onglet consacré à catch-up sur la homepage de VoxCatch. Mais du coup, peut-être qu'avec avec notre bras long, en connaissant Axel, peut-être qu'un jour, tu pourras envoyer un petit MP à Darren Fock pour lui dire « Dis donc, ça serait sympa que tu fasses un peu de pub à catch-up !» Donc, vas-y. Promis, je fais ça. Je lui envoie un message dès la fin de notre enregistrement. Ah, il n'y a pas de problème. Après, voilà, je peux pas te garantir que ça aura un succès immédiat, un effet net. Mais oui, alors, effectivement. Raconte-moi un peu ce qui se passe en 2018, comment tu arrives à saturation, comment tu sens que là, ça va plus, et puis que finalement, peut-être que tu as eu une proposition, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment le fait de ressentir de plus en plus ça comme une obligation d'une part, et d'autre part, comme le fait de parler un petit peu dans le vide, d'écrire dans le vide. On n'avait plus beaucoup de commentaires, on s'est rendu compte qu'on avait moins de vues parce qu'on avait aussi les métriques quand même. Et on voyait dans le temps qu'on avait des papiers qui faisaient 10, 15 000 vues. Et là, quand on voyait qu'une analyse, ça allait faire 400, 500, 600, avec un ou deux commentaires, on se disait, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tous ces efforts-là pour ça? Donc, parce que évidemment, alors déjà, première chose, c'est que moi, je me suis surpris petit à petit à de moins en moins regarder les shows en tant que tels. Au début, je le faisais religieusement. Je téléchargeais les shows, je les regardais d'un bout à l'autre. Au bout d'un moment, j'ai découvert la fonction lecture x 1,5, puis lecture x 2, puis lecture. À la fin, je peux dire que les matchs, je regardais en x4 parce que tu savais exactement ce qui allait se passer, etc. Parce que même si, évidemment, c'est un univers qui est riche, etc., au bout de combien d'années, surtout que moi, je me limitais à la WWE, parce que si tu commences en plus à regarder autre chose, voilà, tu t'en sors plus. Et encore, à l'intérieur de la WWE, je me limitais à Raw et SmackDown. Tu vois, j'ai même jamais vraiment regardé NXT parce que, juste pour des histoires de temps. Donc, quand je regardais tout ça, ça tournait en rond. Tout le monde disait que le produit était assez moisi, il n'y avait pas de nouvelles idées, ou alors c'était assez pathétique. Les choses revenaient, voilà, les mêmes idées, les mêmes storylines revenaient petit à petit. Et en même temps, il y avait une espèce de désaffection. Il y avait tous les journaux de catch qui nous employaient ont tous périclité. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais en tout cas, il y a surtout effectivement la baisse de la mode et du catch. Les gamins sont passés à autre chose. Voilà, c'est un petit peu passé à la télé, mais les gens ont un peu perdu intérêt. La VVE, les programmes étaient assez répétitifs et pas super. Et puis voilà, au bout d'un moment, moi, j'avais l'impression d'avoir passé des années et des années et des années à faire à peu près la même chose. Autant je m'étais éclaté pendant quelques temps, autant je m'éclatais de moins en moins. Et finalement, je me suis rendu compte, encore une fois, que c'est aussi, t'en parlais, c'est aussi un petit peu une sorte de ego trip. Quand tu fais un commentaire, quand tu fais un truc, t'as 15 commentaires qui te disent t'es génial, on te kiffe, c'est très agréable. Quand t'as rien, au bout d'un moment, bon, voilà. Donc, entre cette espèce de fatigue, de lassitude, de déception, par ailleurs, évidemment, nous tous, les principaux, en tout cas, animateurs initiaux, on a tous pris de l'âge, famille, enfants, boulot, etc., etc. Bon, au bout d'un moment, tu n'as plus le temps, la capacité de pouvoir t'y consacrer autant. Mais comme le truc continuait d'exister, qu'il y avait quand même une communauté qui était quand même très, très active, notamment sur les forums, je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage de faire en sorte que ce truc périclite. Et comme j'ai vu que par ailleurs, VoxCatch était très, très actif, où les mecs, ils faisaient leurs trucs, leurs commentaires, leurs reviews tout le temps, ils étaient nombreux à le faire, etc. Dans un mode qui était parfois assez proche d'une autre, parce qu'il y avait de l'humour, etc. Mais parfois, c'était aussi assez robotique. C'était vraiment, on te racontait les résultats des combats. On te disait, ah bah tiens, Bidule progresse sur la carte, Bidule recule. Voilà, mais forcément, tu ne peux pas prendre vraiment le recul de l'analyse à chaque fois. Mais comme je voyais que VoxCatch continuait et était assez vivant et que eux, ils avaient l'air très, très motivés, bah, j'ai proposé à Darren de faire en sorte que les cahiers continuent chez lui. Et il a dit, OK, pas de souci. Donc voilà, on s'est mis d'accord. C'est devenu, eux, ils ont fait une espèce de refonte du site pour qu'ils puissent s'intégrer à VoxCatch.
Et moi, j'avais l'impression d'avoir à peu près dit ce que j'avais à dire sur le catch, et d'avoir remis le site entre de bonnes mains. Et je trouve ça super qu'aujourd'hui encore, il y ait des gens qui s'éclatent vers ça, parce qu'à la base, voilà, faut quand même revenir à la base du truc. C'est du divertissement Alors, qui fait un petit peu réfléchir, qui peut parfois t'inciter à te demander des trucs un peu plus classiques. L'une de mes grandes déceptions, c'est qu'Henri Dess n'a jamais écrit ce grand papier que j'aurais vraiment aimé lire sur Aristote et le catch, puisque Aristote, m'expliquait-il en tout cas, moi qui n'ai jamais lu Aristote, avait toute une théorie de la construction du récit, de la tragédie avec les personnages, etc. J'aurais aimé voir ça de façon un peu plus théorisée, quoi, disons. Donc, le catch peut inviter à aller un peu plus loin en profondeur dans tel ou tel sujet, notamment par rapport aux États-Unis, à leur rapport à la politique, à leur rapport à la politique étrangère. Je me souviens encore, là, je m'en suis souvenu tout récemment, puisque c'était les 10 ans de la mort de Ben Laden, et je me souviens très bien de ce show de la VVE où ils annoncent la mort de Ben Laden en direct. C'était avec le Rock. c'était John Cena. C'était Sina qui. Ouais, c'était Sina pendant le show, et Cena, ouais. c'était Sina, c'était un dimanche soir, c'était Sina qui l'avait annoncé au public pendant le pay-per-view, je crois, et le lendemain, c'est le Rock qui a ouvert le show et qui a fait lire le serment d'allégeance à la Constitution à voix haute à tout le public, etc. Un grand moment de patriotisme. Bon, donc tout ça pour dire qu'il y a dans le catch des fenêtres, évidemment, sur la société américaine, sur plein de choses. Moi, l'un des papiers que j'ai le plus aimé faire, même si c'est un papier super long, qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'était quand j'ai fait un truc sur Pain and Gain, qui est un film de Michael Bay, Ouais. avec Mark Wahlberg, qui ressemble beaucoup au frère débile de John Cena. C'est pas un grand compliment à lui faire, mais bon, il a cet aspect un peu prognate comme ça, et enfin, il a une tête complètement stupide dans le film, c'est super, il ressemble vraiment à John Cena. Et il y a The Rock, et derrière, il y a vraiment des trucs qu'on retrouve aussi dans le catch. Donc, tout ça pour dire que le catch, d'un côté, c'est la déconne, de l'autre côté, ça peut être objet à réflexion parfois un peu plus fine sur tel ou tel truc. Et je suis ravi que ça continue aujourd'hui à travers Catch Up, qu'il y ait du monde qui le fasse, qui le fasse vivre, qui le fasse écouter. Et voilà, je peux que vous inviter à continuer tant que vous avez la passion, quoi. Eh oui. Alors, on peut signaler quand même que donc les cahiers du catch existent toujours par le truchement de Vox Catch. On va être totalement honnête, hein, la homepage est quasiment inactive, hormis, je crois que Darren se contente juste de temps en temps de balancer un papier des archives à quelques occasions. En l'occurrence, par contre, le forum, lui, est toujours actif. Alors moi, je n'y suis plus depuis des années, mais je sais qu'il y a quelques anciens comme Latrell, Major Tom, Cypher, voilà, toute cette troupe-là, je crois qu'elle est toujours présente sur le forum. Donc le forum vit encore. Quand ça s'arrête en 2018, te concernant toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est en fait, tu décides vraiment de couper court avec le catch, ou tu fais encore des choses concernant le catch, mais ailleurs, ou qu'est-ce que tu fais en fait? Non, j'avoue que c'était à une époque où je regardais pratiquement plus. Je me contentais de lire les analyses de 411 qui étaient assez détaillées après les shows. Je regardais quand même les pay-per-view. Au bout d'un moment, même les pay-per-view, j'allais en vitesse x5, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que voilà que j'avais plus trop envie de faire ça. Voilà, bon, pour te dire, j'ai 2 enfants, j'ai changé de boulot, j'ai trouvé un boulot qui est beaucoup plus prenant et plus intéressant, etc. Donc j'avais ni le temps ni vraiment l'énergie de continuer. Donc j'ai complètement décroché. Et là, j'ai regardé 2-3 trucs un petit peu au pif comme ça au hasard quand je tombe dessus. Mais vraiment, autant c'était un truc qui m'a pris énormément de temps. Comment dire, j'ai pas vraiment une vision très positive finalement de ça. Si je dois faire un bilan, je me dis putain, en vérité, c'est 10 ans de ma vie, pratiquement, tu vois, où j'ai quand même passé des centaines, voire des milliers d'heures consacrées à ça. Et tu te dis, est-ce que finalement ça valait le coup? Ça valait le coup sans doute au début, parce que je me suis éclaté, mais j'aurais peut-être dû arrêter au bout d'un moment quand ça a commencé à devenir une sorte de boulot et moins Ouais, de ouais. trucs fun. Voilà, parce que. Mais bon, mais ça, après, je pense que chacun vraiment a sa propre hiérarchie de valeurs, disons, par rapport à ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie de faire de sa vie, quoi. Je pense que c'est absolument pas
critiquable si quelqu'un se dit, mais moi j'ai envie de m'éclater et point barre et du fun. Moi j'ai toujours une espèce de frustration de me dire, pendant que je suis là en train de regarder du catch, eh ben, je pourrais être en train de faire autre chose. Donc au bout d'un moment, là je me suis dit, j'ai pas de regrets. Je sais pas aujourd'hui ce qui se passe. Alors Raphaël m'a dit que Reigns est devenu heel et qu'il est super en heel, et j'en Ouais. doute pas, il était super en. Moi je l'ai beaucoup aimé quand il est arrivé en tant que méchant silencieux du Shield, enfin, que brute silencieuse du Shield. Il était super charismatique et tout. De toute façon, c'est plus facile de faire un bon hit qu'un bon face, hein, je pense, c'est un vieux débat. Mais voilà, je me dis, faut pas non plus que je recommence à regarder au risque de retomber dedans. Y a malheureusement pas suffisamment de temps dans une journée pour tout voir, tout suivre, etc. Donc là, voilà, moi j'ai coupé, je suis ravi que ça continue d'exister, mais je suis aussi ravi d'être passé un petit peu à d'autres d'intérêt de mon côté, en tout cas Ouais, qui je n'ont plus comprends du tout bien. lien avec les catchs. Voilà. Mais Et encore une fois, sans que ça soit du tout péjoratif par rapport à ceux qui eux continuent de kiffer ça, quoi. J'aurais très bien pu moi aussi continuer avec voilà, si ça avait été autrement. ouais, je comprends bien, ouais. Du coup, de toute façon, bah écoute, si tu n'as plus trop le temps pour regarder du catch, ce que tu peux faire, c'est que de temps en temps, démarrer une review d'un Raw ou d'un pay-per-view de catch-up, et comme ça, tu auras les infos en temps réel. Mais tout à fait, tout à fait. Non, mais je pense que ça vaut le coup sans doute. Mais moi, j'ai peur, hein, c'est une drogue à accoutumance. Moi, j'ai peur de retomber dedans, quoi. Tu vois, je suis une Ah espèce ouais, de. ouais, d'accord, ouais. Moi, je suis un vieux junkie tu vois, qui était, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, à se dire le samedi matin. Alors, samedi matin, je vais lancer mon torrent de machin. Tu te souviens de toutes ces embrouilles? Bah, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais moi, je me souviens comment c'était compliqué de récupérer les shows, de les télécharger sur des sites indiens, sur des trucs à la con. Tu sais jamais si tu as trouvé le bon truc. Voilà, donc tout ça, je l'ai fait. Je les ai. Là maintenant, je me dis, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. Ça se trouve, le produit est redevenu super et que je vais me retrouver à nouveau à mater parce que là, on me vend du Daniel Bryan contre Edge contre Roman Reigns. Moi, a priori, c'est le genre de truc qui me fait un peu rêver, quoi. Donc, Alors faut que après, je fasse gaffe à ça. pour parler du côté un peu agréable quand même de la chose, sur ces 9-10 années passées à la tête des cahiers du catch, ça devait être quand même sympa pour toi en tant que boss de voir en fait autant d'effervescence autour du site et d'avoir autant de chroniqueurs. Alors finalement, effectivement, il y en avait peut-être quelques-uns c'était un peu plat, ou c'était certainement ça tombait peut-être trop dans la review sportive classique qu'on lit un peu tous partout. Mais tu avais quand même la chance d'avoir une grosse diversité et qui effectivement devait te donner du boulot supplémentaire. Mais tu avais une grosse diversité de chroniqueurs. Et moi, mes souvenirs du cahier du catch, c'était une de ces particularités d'ailleurs de ce site. C'était qu'il y avait beaucoup de gars qui écrivaient, que chacun avait plus ou moins son style et plus ou moins ses marottes. Et toi, tu faisais un peu le tri dans tout ça. Moi, je me rappelle l'organisation, on te chopait sur la tribune ou dans le forum en disant ah, Axel, là, j'ai écrit un truc sur tel machin, etc. Toi, tu disais ouais, vas-y, envoie le par mail, c'est parti, allez hop là, et puis en route Simone. Et donc, c'est vrai que ça devait être, pour toi, c'était du taf, mais ça devait être quand même relativement agréable d'un autre côté de se dire ah bah voilà, au moins je lance un site, mais les mecs sont présents, sont là et on voit du contenu, quoi. Parce que c'était quand même une des particularités des cahiers du catch, c'est que tu avais beaucoup de contenu. Et comme je te l'ai dit un peu plus avant dans la review, enfin dans le show, il y avait aussi le principe que toi-même tu écrivais et tu écrivais aussi beaucoup, des sacrés pavés. Moi j'ai un souvenir, écoute, j'ai des souvenirs de plusieurs papiers de toi en vérité, mais j'ai un souvenir en particulier en 2016 quand tu avais fait un papier sur Donald Trump suite à l'élection américaine de 2016. J'avais trouvé un papier totalement fantastique que j'avais rebalancé à l'occasion, je crois, sur le Discord de Catch-Up. Tellement c'est un papier dont je me suis toujours parmi, même 5 ans après. Ah bah écoute, ça fait très plaisir. Et non, mais c'est sûr que c'était super agréable, effectivement, parce que déjà l'ambiance générale était très très bonne. Il y avait très peu d'embrouilles. Moi, j'ai trouvé que il y avait de temps en temps forcément des mecs qui s'engueulaient un petit peu, mais c'est resté toujours très très soft. Franchement, à part mon statut de fondateur du truc, moi, je me suis jamais considéré comme le boss, vraiment, surtout comme une espèce de coordinateur qui faisait en sorte qu'il n'y aurait pas deux personnes qui fassent la revue du même show, quoi. Même si parfois ça a pu arriver que du coup c'était rigolo de balancer deux revues du même show, mais bon, c'est plutôt rare. Donc il n'y avait pas du tout ce côté hiérarchie du genre attention, il y a un chef qui décide, qui ordonne, machin. Moi je n'ai aucun ordre ni rien. Je disais aux gens si vous voulez écrire, envoyez-nous des trucs.
Donc, comme tu dis, ça a donné lieu à de la variété. Il y avait des gens qui écrivaient sur le catch japonais, il y avait des gens qui faisaient des comparaisons avec tel ou tel sport que nous, on connaissait pas du tout, ou telle ou telle série, ou j'en sais rien. Avec Dragon Ball, moi, j'ai jamais regardé un épisode de Dragon Ball, mais voilà, c'est un papier qui a très bien marché parce que quelqu'un a fait le comparatif entre les personnages de Dragon Ball et les personnages du catch. Donc, ouais, c'est vrai que c'était super agréable d'avoir beaucoup de gens dans une ambiance positive qui écrivaient là-dessus. Et pour ce qui me concernait, voilà, moi, je repassais derrière juste pour voir s'il n'y avait pas trop de fautes d'orthographe ou de fautes d'accord ou de trucs comme ça. Et ensuite, je balançais, quoi. Je faisais pas de. J'ai jamais rien censuré ni rien, bon, parce que j'ai jamais eu à le faire, quoi. Il y a jamais eu de soucis sur le fond, ni rien. Voilà, Après, donc c'est. tu te déprécies un peu parce que je peux t'assurer que l'ensemble des chroniqueurs qui bossaient sur les cahiers du catch te considéraient tous comme le boss. Hein. Il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Pour nous, le grand patron au cahier du catch, c'était bien Axel et personne d'autre. Écoute, c'est très gentil, mais c'était pas du tout quelque chose que je recherchais, ni même que, tu vois, qui avait de dimensions concrètes, quoi. C'était vraiment, voilà. Moi, j'étais plutôt le réceptionniste des articles et celui qui les mettait en ligne. Mais en tout cas, non, c'était très agréable d'avoir cette communauté variée, riche. Beaucoup de gens, au début, voilà, on se disait qu'est-ce que c'était cool. Et puis au bout d'un moment, mais aussi, le truc tout simple, c'est que je pense que ce genre d'aventure, ça n'a pas non plus nécessairement vocation à durer toute une vie, quoi. Après, si tu veux, moi je connais le mec, le patron des cahiers du foot, Jérôme Lata, qui fait ça depuis 25 ans. Donc bon, maintenant, il est vraiment devenu connu dans le milieu. Il a notamment un blog sur Le Monde qui s'appelle Une balle dans le pied. Et j'invite ceux qui aiment le foot parmi vous à aller lire ça. Donc ça va donner un peu plus d'ouverture. Bon, il faut autre chose aussi. Mais c'est vrai qu'il faut une sacrée patience et une sacrée détermination pour faire ça comme ça, quand ça te rapporte rien et quand tu as financièrement et quand ça te prend du temps par ailleurs, etc. Il faut vraiment être super motivé. Moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir dans la vie des séquences comme ça. Tu te fais une séquence où tu t'éclates pour dans tel ou tel truc. Ça peut être autre chose après, tu peux y revenir. Il y avait beaucoup de gens qui sont passés chez nous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et puis qui ont lâché l'affaire, d'autres qui sont revenus plus tard. Donc voilà, quoi, c'est un petit moment de vie comme ça qui est très sympa et c'est cool de voir que c'est encore alive and kicking, hein, comme on dit chez eux. Exactement. Mais moi, je te le répète, hein, tu étais le point d'ancrage hein, de tout le monde. Moi, je sais que voilà, on prenait des avis, que moi, j'aimais beaucoup le principe. On t'envoyait un truc, on te disait bah voilà, là, je te prépare un truc pour Raw, je te prépare un truc pour le pay-per-view. On te tapait le papier et effectivement, tu faisais des corrections aussi. Alors moi, je faisais partie des feignasses parce que moi, j'écrivais des pavés, certes, mais par contre, je ne vignettais pas tout ça. Et à chaque fois, tu m'as fait des articles totalement incroyables avec du vignettage qui était tout le temps de qualité. Et c'était vraiment super agréable pour le chroniqueur occasionnel que j'étais. C'était vraiment un truc, c'était super agréable. Et moi, je ne te cacherai pas que la migration du box catch, moi, j'ai fait partie un peu de dommages collatéraux parce que j'ai écrit un tout petit peu au début de la migration encore sur le site. Et après, moi, j'ai vite décroché parce que c'était plus mon truc. Et puis parce que moi, surtout la bascule, ça a été que quand Catch Up a commencé en 2016, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre à écouter du podcast. Avant, vraiment, je n'étais qu'un consommateur d'écrits sur le catch et rien du tout d'autre chose. Alors, j'avais un petit peu commencé à en écouter avec Fud of the Year, qui était un petit podcast qui avait été lancé par Latrell, Major Tom et Kovacs sur les cahiers du catch. Donc, je les avais écoutés, j'avais trouvé ça plutôt sympa, etc., plutôt entraînant. Et puis, Yerem, Raphaël, Ringside, Giscal et Hank ont créé les catch-up. Et du coup, moi, j'ai commencé à écouter. Et puis, j'ai écouté. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, finalement, ces gars-là, je les connais. J'ai échangé avec eux sur le forum pendant plusieurs années. Tiens, je vais leur envoyer un petit message et puis je vais voir s'il y a moyen de venir faire une ou deux émissions. Et puis de une ou deux émissions, en fait, je suis resté. Et depuis, j'en ai jamais bougé, quoi. Alors, c'est exactement le même schéma que ceux qu'on avait sur les CDC avec des gens qui pouvaient lire quelques articles et puis se dire tiens c'est marrant, qui nous envoyaient un mail pour nous dire moi j'aimerais bien vous faire un papier un jour et puis au bout d'un moment qui commençaient à en faire très régulièrement, quoi. Et notamment voilà, plusieurs parmi les noms que tu as cités là, Kovacs, Major, etc. Bien sûr.
Ouais, tout cela, c'était un peu c'était les historiques du cahier du catch qui étaient là depuis longtemps. Feud of the Year, ça a dû durer, je sais plus, 2-3 ans. Peut-être qu'ils pourront nous le dire dans les commentaires s'ils nous écoutent. Les Feud of the Year, il y avait même eu un crossover entre Catch Up et Feud of the Year je pense sur la fin de leur podcast à eux. Et puis finalement, Catch Up a continué sa route, mais Feud of the Year s'est arrêté. Et du coup, voilà, on va clore le chapitre cahier du catch là-dessus. La migration a eu lieu, dorénavant, ça continue à vivre. Toi, tu es parti vers d'autres cieux. Et puis nous, je te le répète, quoi, nous, sur Catch Up, on est très fiers de nos origines. On le rappelle régulièrement à l'antenne. Ça apparaît effectivement dans nos réseaux sociaux et tout ça. Et quand on regarde l'équipe à l'heure d'aujourd'hui, c'est incroyable parce que cette équipe, elle est à 100% composée de forumers et de chroniqueurs des cahiers du catch. Donc, tout ça. C'est qu'un début, c'est qu'un début. Chacun d'entre eux va avoir toute une descendance et petit à petit, le monde entier sera complètement CDCisé. Tu verras qu'il n'y aura plus un seul site d'information, quel que soit le thème, qui ne soit plus fait avec des vignettes déconnantes, avec une citation au début, etc. Tout est en route. Tu parlais des vignettes. Je ne sais pas si tu as un peu traîné sur notre YouTube ou sur une des plateformes de podcast. Mais les vignettes, je pense que là-dessus aussi, on est resté totalement dans l'esprit des cahiers du catch, puisque nos vignettes sont très reconnues d'ailleurs et très appréciées par le public. On a des vignettes originales à chaque show qu'on sort, à chaque review qu'on sort. Et on a 2 grands spécialistes dans l'équipe pour les vignettes. Et ça, c'est aussi une trace, aussi une origine des cahiers du catch sur Catch Up. Qui est très importante à nos yeux d'ailleurs, et qui l'a toujours été, et qui le sera toujours. Et ça aussi. Et après, on espère, en fait, si tu veux, je pense que les gars de la team, je parle pour les gars de la team, mais nous, on a toujours espéré en fait que notre ton à l'antenne, notre manière de reviewer, soit aussi quelque chose qui ressemble ou qui soit assimilé à l'esprit des cahiers du catch. Ce côté un peu déconnant, ce côté un peu décalé, ce côté peut-être un peu, des fois, un peu cultivé par moments, j'espère. Et je pense qu'on a pas mal de public aussi qui apprécie par rapport à d'autres podcasts de catch notre nuance, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, on n'est pas dans « Ah, Orton, il est pas beau et Roman Reigns, il est joli ». Exactement, ça je pense que c'est fondamental, que ça soit pour le catch ou sans doute pour d'autres sujets aussi, que ce soit, bon évidemment le foot parce que c'est un sujet que je connais mieux, mais d'autres trucs, que ce soit les commentaires de séries ou même tu vois, les blogs ou les chaînes YouTube d'histoire, de tout ce que tu veux, le ton doit être, à mon avis, à la fois intéressé, bienveillant et relativement quand même pas sarcastique, mais en tout cas un peu ironique, parce que surtout sur des thèmes comme ça, on n'est pas dans des trucs absolument dramatiques. Donc là, moi j'ai l'impression que la tonalité, c'est exactement ça. J'ai un peu écouté vos trucs, j'aime beaucoup les vignettes d'intro, enfin en tout cas d'accroche des catch-up. Et c'est ça, je pense que si vous êtes encore là plusieurs années après, c'est parce que le catch se prête parfaitement à ce rapport-là. D'ailleurs, moi, j'ai fait quelques soirées avec les Giscal, les IRM et compagnie. Et ça se traduit aussi, voilà, quand les gens se retrouvent, on boit des coups, on déconne. C'est très bien d'avoir beaucoup de gens dans ce type de communauté. J'espère que ça va continuer, que ça va donner lieu à d'autres rencontres en vrai, etc. Une fois qu'on aura le droit, en tout cas, de se rencontrer en vrai, de boire des coups en vrai, de regarder des shows en vrai, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, si tu veux, c'était une des raisons vraiment importantes pour lesquelles on avait envie de t'avoir à l'antenne. Parce que déjà, on avait envie que tu saches, que tu connaisses cet héritage-là. Parce qu'on parle de toi hein, à plusieurs occasions et on se demandait ce que tu étais devenu. J'avais demandé, moi, à Giscal à une certaine époque s'il pouvait réussir à te joindre, t'envoyer des messages pour faire un coup et puis pour te dire voilà ce qu'on faisait à l'heure actuelle sur Catch Up. Donc c'était vraiment sympa, quoi. Il n'y avait pas de. On est vraiment resté dans cet esprit. Tu as pu voir sur le Discord qu'il y a même un topic qui est consacré au cahier du catch. Exactement. Donc c'est vraiment là, vraiment, on peut pas être plus dans la maison mère que nous ne le sommes. Et ça me fait très plaisir de voir cette descendance. Ça me rappelle ce bon mot de je ne sais quel écrivain anglais qui, quand il a eu 90 ans, l'a demandé qu'est-ce que vous aimeriez le plus comme cadeau pour vos 90 ans. Il a dit un procès en paternité.
Et ben voilà. Là, j'ai l'impression de découvrir toute une descendance qui est là, qui est vivante, qui est énergique, qui est multiple. Et ben c'est très cool. Et longue vie au catch-up, les gars. Yeah! Ouais, surtout qu'en plus, c'est ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est une équipe. On n'est pas souvent les podcasts, les youtubeurs, etc. sont souvent des gens seuls ou des duos. Nous, là, pour le coup, on est une vraie équipe. Je te dis, on est neuf admins et ça turbine. Hein, ça turbine. Hein. Tu iras regarder, par exemple, la semaine de la WrestleMania Week. T'as le droit à une review tous les jours de chaque show. Donc, en termes de contenu, de production, on est, je pense, on fait partie des plus gros podcasts actuels sur la chose catchesque. Une autre particularité de notre podcast, c'est qu'on est une troupe qui a entre 29 et 50 ans. Alors, on y trouve aussi nos faiblesses, parce que si tu veux, il nous manque un petit jeune de 18-25 ans, et il nous manque une voix féminine, il nous manque une femme à catch-up. Et on adorerait avoir une chroniqueuse qui débarque sur l'antenne. Bon, qui sait, peut-être à terme, on finira par trouver ça. Donc voilà, donc écoute, je crois qu'on a fait un gros survol sur tout ce qui s'est passé sur les cahiers du catch. Alors, on est quand même à You Talk Too Much, et tu es là aussi en tant qu'ancien fan et connaisseur de la chose catchex. Et du coup, j'avais quelques petites questions à te poser vraiment concernant l'horrible sport. Tu as expliqué déjà en début d'émission comment tu étais venu au catch, l'arrivée après avec les cahiers du catch, etc. Si tu devais établir un peu une sorte de Hall of Fame d'Axel, c'est quoi pour toi? C'est quoi peut-être la meilleure période de catch que tu as vécue? Et pour toi, tout simplement, c'est quoi les plus grands catcheurs ou catcheuses que tu auras vu évoluer au cours de toutes ces années? Écoute, je pense que je vais pas être très original. Ah, c'est pas grave, ça. Quoique. Moi, j'ai toujours été parmi ceux, alors je ne sais pas, peut-être que j'étais le seul, à considérer que l'énorme gâchis de la WWE il y a 10 ans, c'était Morrison. Parce qu'il volait sur le ring, il était d'une inventivité extraordinaire. Déjà, c'est magnifiquement beau, ce mec. Il était sublime. Il était là avec son corps de dieu grec et il faisait ses acrobaties de fou. Et il y a une époque où il monte en grade et j'avais fait tout un fantasy booking, je me souviens, en m'expliquant comment on pouvait faire de ce Mick Carter une superstar assez rapidement. Malheureusement, soit ça n'a pas été lu par Vince, soit ça l'a pas convaincu. Mais voilà, il n'est pas allé très très haut. Je sais qu'il est revenu dernièrement avec le Miz, ce qui me fait très plaisir. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça c'est l'un des gros gâchis Morrison, parce que il était assez incroyable. Sinon, moi j'ai toujours eu une fascination pour les très beaux parleurs, bien sûr. Donc, et un beau parleur, c'est pas uniquement quelqu'un qui déroule son texte avec une bonne articulation, c'est tout, c'est les œillades, c'est le jeu de corps, etc. C'est d'ailleurs l'un de mes grands regrets, c'est que j'ai jamais réussi à trouver l'auteur idoine, parce que moi, j'aurais sans doute pas pu le faire, mais j'aurais aimé quelqu'un qui me fasse un papier sur ce qu'est vraiment le charisme, le hit factor. On en parle toujours en catch comme si c'était quelque chose qui allait de soi, comme si c'était, je sais pas, la taille, on disait, le Big Show, ouais, il est très grand, le Great Khali, il est très grand, Mark Henry, il est très fort, et j'en sais rien, CM Punk, il a le hit factor, il a beaucoup de charisme, sans vraiment montrer ce que c'est que le charisme, essayer alors que c'est quand même le cœur du catch, hein, que ce soit dans la promo bien sûr, mais aussi même sur le ring, dans la façon de se mouvoir, etc. Donc de ce point de vue, moi évidemment, j'ai beaucoup de fascination pour le gros travail de CM Punk, époque Straight Edge Society, et puis ensuite le Sauveur, le Summer of Punk, etc. Tout ça, j'ai trouvé ça génial. Jericho, dans ses bonnes années, c'était excellent en tant que beau parleur. Et aussi, j'ai toujours aimé les trucs complètement out of nowhere, où tu as des personnages où tu te dis, mais où tu as déjà cette image qui leur est collée, qui sont nuls, qui n'ont rien à dire, rien à faire, et qui soudain se révèlent. Marc Henry a été exceptionnel, je crois que c'était en 2011, quand soudain, tu sais, quand il fait mine d'annoncer sa retraite et qu'il explose Cena, et que le mec, il monte en grade, et il est super, parce que le personnage colle parfaitement, il est là, il tient très bien son bonhomme. Il y a eu un truc, je me souviens encore, Kelly, qui était vraiment l'espèce de blondinette à gros seins en plastique, complètement bidon,
qui a fait à un moment donné une petite séance avec ton Ziggler d'amour, qui était assez extraordinaire. Donc j'aimais aussi voir de temps en temps des persos comme ça, des catcheurs comme ça apparaître soudain sous un jour nouveau. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc, pour résumer, en tout cas, voilà, en tant que parleur, en tant que total package, ouais, Punk Brian, bien sûr, évidemment, quand il a commencé à se révéler, notamment avec ses yes, no, etc. Jericho, bon, rien d'original. Et j'ai toujours eu une passion pour Randy Orton que je défendrai toujours, même si tout le monde dit sans doute pas à tort qu'il a toujours le même moveset, etc., etc. Mais j'avais été fasciné par la Legacy en 2009, alors que Dieu sait que ce n'était pas forcément la période la plus brillante de la WWE et que l'histoire avait été très mal foutue, etc. Mais il y avait un truc qui dégageait un truc de tueur froid, Orton, que j'ai toujours kiffé. Puis tout le monde, hein. J'ai adoré Edge, j'ai adoré Shawn Michaels, bien sûr, parce que ça, je me souviens encore de quand j'étais très jeune et que je regardais à l'époque où il était en couple avec Diesel, si je puis dire ça comme ça. Et voilà, donc il y en a plein qui m'ont fait kiffer, mais voilà, mon grand regret, c'est Morrison et Cesaro, accessoirement. Voilà, pas grand chose de très original. Je pense que tout le monde, Ah, ça, c'est Cesaro, pas est grave, d'accord. c'est pas important. C'est normal aussi qu'il y ait des gros noms comme ça qui reviennent et qui soient cités par un peu tout le monde. C'est aussi rassurant pour eux, peut-être. Et Non, voilà. au niveau des pay-per-view, voilà, qu'est-ce que tu as comme souvenir? Qu'est-ce qui t'aura vraiment marqué finalement? Est-ce que c'est WrestleMania? Est-ce que c'est les Royal Rumble? C'était quoi tes shows, tes pay-per-view que tu attendais vraiment chaque année? C'est les Rumble. Moi, mon gros truc, c'est toujours été Rumble et les séries parce que Mania, c'est trop long. T'en as pour 4 heures, c'est interminable. T'as le truc américain où ils te prennent vraiment pour un débile mental en te disant c'est génial, ils sont 83 682 aujourd'hui dans le stade machin. Bon, tu sais que les mecs, ils voient rien, ils sont à perpète les oies par rapport au ring, ils ont besoin de jumelles pour le grand écran. Et tu vas avoir 13 matchs à la suite. Tu sais qu'il y en a certains qui seront bâclés, etc. Alors forcément, dans le lot, il y a des grands matchs parce que c'est là, ils se réservent quand même les gros trucs. Mais non, le Rumble, pour moi, c'est un schéma qui est génial, qui peut donner lieu à tout un tas de constructions hyper variées. D'ailleurs, je me suis éclaté à faire plusieurs fantasy booking de Royal Rumble parce que c'est le truc que tu as envie de fantasy booker. Tu peux imaginer tellement de dynamiques diverses et variées. Donc, j'ai vécu plein de Rumble absolument géniaux. Je sais plus exactement parce que souvent ils sont gâchés par un truc, quoi. Souvent tu te dis celui-là il est mortel, puis à la fin t'as une connerie ou j'ai jamais été spécialement outré par les botches, mais c'est pas les botches, quoi. C'est le mauvais booking quand ils vont essayer de t'enfoncer un mec dans la gorge alors que le public n'en veut vraiment pas. Bon, parfois il y a des Rumble où ils ont un peu abusé, quoi, notamment avec Reigns à un moment donné. Même avec Batista, etc. Mais voilà, le Rumble, j'ai toujours adoré cette dynamique, qui est toujours à fond. D'ailleurs, on a fait quelques soirées chez Giscal avec toute la petite meute des CDC. Et voilà, tu fais ça avec des jeux à boire, en train de gueuler, genre 7, 6, 5, 4, ouais, machin. Donc le Rumble, je trouve que c'est une super dynamique. Et ouais, et les séries aussi, parce que ce truc de groupe, d'équipe et d'élimination, ça peut donner lieu aussi à tout un tas de création de récits qui sont assez royales, quoi, et qui sont assez riches. Et Est-ce que tu suivais du catch hors WWE en fait? non, non, franchement pas du tout parce que j'avais pas le temps. Et on m'avait dit qu'il y avait des trucs super au Japon, même la TNA, machin. Et non, ça prenait trop de temps. Donc je regardais, bon, je savais par oui dire qu'il se passait des trucs super. Quand tel ou tel mec arrivait, genre Nakamura ou AJ Styles, ouais, je savais qu'ils étaient très bons parce que les noms parlaient. Mais non, j'avais pas le temps. Je suivais que le WWE parce que voilà, faut faire un choix à un moment donné, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, oui. Et puis de toute façon, c'était vraiment le cœur de cible sur les cahiers du catch. Et puis c'est la Big League, quoi, hein. C'est les patrons, c'est Bien sûr. la fédération mondiale qui domine totalement. Et puis c'est normal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Après, Et
Oui, vas-y, dis-moi. Non, et puis aussi sur la VVE, c'est que pour n'importe quelle fédération que tu commences à suivre, j'ai l'impression qu'il faut commencer. Tu mets un certain temps à capter les codes, à capter quelles sont les ceintures, quelle est l'histoire des ceintures, quelle est l'histoire des catcheurs qui sont là, les personnages qui se sont créés, machin. C'est quand même super long. Chaque personnage a toute une Ouais. histoire interminable, etc. Donc, quand tu as fini par capter à peu près les références de WWE, les codes, les machins, les petites. Les petits sous-entendus, le truc qu'ils vont te remplacer la couleur des cordes pour faire référence à tel événement qui s'est produit pile il y a 20 ans, machin, toute leur mythologie, etc. Eh ben, tu es déjà content de capter ça et tu te dis, je vais pas faire le même effort pour aller capter, genre, telle ou telle fédération japonaise où pour le coup, tu vas repartir de zéro, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, et je pense en analysant un peu pourquoi on s'est pris de passion pour le catch, je pense que ça, c'est aussi un élément qui est très important, c'est cette impression qu'on peut avoir, qui peut être une illusion, qu'on peut comprendre à peu près tout. C'est un univers qui finalement est clos et qu'on finit par comprendre. Quand tu as cette impression que quand tu as, j'en sais rien, Brian qui va faire un clin d'œil à son adversaire à tel moment, et toi, tu sais qu'en fait, c'est une référence au clin d'œil que Ric Flair avait fait à Macho Man en 88, tu vois, tel truc, parce que tu es tellement là-dedans, tu te dis, mais c'est bon, je capte, quoi. Ça te donne ce sentiment, quelque part, ouais, de savoir, de compréhension. Et je suis persuadé que c'est, au fond, l'une des grosses raisons du succès immense du spectacle sportif, quel qu'il soit, auprès du grand public, c'est que quand tu as compris les règles, quand tu as compris comment ça fonctionne, c'est un univers clos, et là, tu as la maîtrise. Et donc, tu as l'impression de maîtriser et tu es soudain dans un univers qui te fait, où tu as moins le sentiment d'être un imposteur que si tu te mets à parler d'économie, de politique, de culture, j'en sais rien. Le catch, au bout d'un moment, tu as capté, quoi. Tu vas peut-être avoir tel ou tel détail qui t'échappait, mais sur lequel tu vas pouvoir, à la rigueur, très rapidement te rattraper, ou tu peux ne pas être d'accord, etc. Enfin, c'est des trucs où tu peux, voilà, on est tous des imposteurs si on se met à parler d'un sujet qui n'est pas dans notre dans notre spécificité professionnelle très très précise, quoi. Tu vois, si toi t'es, j'en sais rien, si t'es banquier, tu seras peut-être très très bon sur tel domaine précis de prêt accordé par ta banque à toi en ce moment donné, mais tu seras pas forcément super convaincant pour parler de macroéconomie. Mais par contre, tu vas en parler autour de toi avec des gens en soirée, machin, et tu sais, et les gens en face le savent. Tout le monde sait qu'on est un peu, qu'on essaye vaguement de répéter en se trompant des choses qu'on a entendues un peu à la radio, à la télé, par des mecs dont on se dit, bon, eux, ça doit être à peu près les disques qu'ils disent. Le catch, comme le foot, comme d'autres, mais voilà, quoi. Nous, on est devenus, moi, au bout d'un an, je me considérais comme un expert. Et voilà, c'est plus facile. Donc, tu as ce contrôle, tu as cette espèce de sentiment de maîtrise, et que j'avais sur la VVE, et que je savais que j'allais mettre beaucoup de temps à obtenir si j'allais sur la NPJW ou NJW. Voilà, donc là, voilà, j'avais ce sentiment-là de. Tu maîtrisais les codes de la WWE et du coup, c'était confort pour pouvoir gérer un site comme tu gérais les cahiers du catch, quoi. Ouais, je Après, pense que tu es assez euphorique là-dessus. Tu dis, ah, bah ça, je capte, je comprends, t'es content, après, quoi. on constate que de toute façon, déjà, la communauté, le French Wrestling Universe est quand même vaste. Il y a énormément, moi qui ai découvert, moi qui m'occupe un peu des réseaux sociaux pour les cahiers du, tu vois, pour les cahiers du catch, catch up. Moi, j'ai découvert, ça fait pas très longtemps que c'est moi qui ai commencé à gérer le Twitter et je me suis rendu compte à quel point la communauté de wrestling en France était énorme, que les suiveurs WWE, c'était monumental. Il y a une pléiade de youtubeurs, de podcasteurs, de sites en tout genre qui écrivent tous les jours sur le catch, etc. Donc déjà installer sa place là-dedans. Effectivement, après, on a les codes. Donc, une fois qu'on a les codes, c'est tout de suite plus facile. C'est vrai que cette communauté, elle est assez incroyable, assez intense. Et on est bien content d'y contribuer à notre manière chaque semaine. Alors, si je devais te demander maintenant, on arrive sur la fin, si je devais te demander maintenant un peu si tu veux me lâcher comme ça un top 5 des plus grands matchs que tu auras vécu tout autour de cette période-là, ça serait quoi? Comme ça, spontanément, je vais sans doute en oublier, hein, parce qu'il Oui, y en oui, a oui. eu, il y en a eu des grands. Écoute, je me souviens d'un. Ah, putain. Je crois que c'était, encore une fois, je vais revenir à Morrison, quoi, mais il y avait eu, putain, il y avait eu un mise contre Morrison et contre un troisième larron.
Putain, je me souviens même plus, il y avait une cage dans l'histoire, je crois, et l'idée c'était, et il y avait un truc en jeu. Ah putain, je me demande même si c'était pas, enfin, c'est curieux de commencer par ça, mais je me demande s'il n'y avait pas Airtrousse aussi dans le lot, quoi. Il y a un moment où Airtrousse avait eu son petit run, mais il y avait un truc comme ça. Bon, bref, il y avait eu du Morrison de haut niveau, il y avait aussi ce Rumble où Morrison s'éclate à sortir partout, à sauter sur les rambardes, etc., à revenir. Bon, tu diras, c'est pas les grands trucs de grandes super méga émotions. Il y avait eu probablement du. Ouais, en fait, j'ai surtout les mauvais souvenirs en tête, quoi. Tu vois, je me souviens de cet immonde Triple H Orton à WrestleMania 25, Ah où, oui. voilà, où Triple H gagne, où tu vois vraiment à quel point ils ont complètement raté leur truc. Il y a eu Evolution contre The Shield, hein, qui était super en termes de passage de flambeau. Ça devait être aussi à un WrestleMania, je pense, hein, si j'ai pas de conneries. WrestleMania 30, ça, il me semble, non? Ouais, ça devait être un Mania Ah non, 30. pas Evolution. Evolution, c'était l'année d'après. À WrestleMania 30, le Shield, ils affrontent les New Age Outlaws. Si je me... Oula, ça, c'était pas le super match de l'année, ça. Non, ça c'est clair. Non. Non, non, non. Donc ça, ouais, le Shield contre Evolution, ça, c'était super. J'étais toujours assez froid sur Undertaker, donc tous ces trucs, ça m'a toujours un peu saoulé. Je me souviens avoir plutôt kiffé quelques démonstrations de Lesnar, là. Alors que je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, Alors, mais quelques combats de Lesnar où il arrive, il explose il explose l'adversaire en lui mettant 35 souplesses. Il y avait quelque chose là-dedans. Et ça, c'est un truc, je me suis demandé mais pourquoi ça me semblait à moi aussi logique et cohérent et d'autres, ça les énervait parce que c'était tellement peu varié. Et en fait, je me suis dit que c'était parce que tu as quand même cette volonté dans le monde du catch d'imiter autant que possible le monde du sport. Et quand, comme moi, par exemple, on suit de près le sport, moi je suis beaucoup le foot et le tennis, tu as vraiment l'impression de voir, enfin de retrouver certaines dynamiques du catch, sauf que c'est en vrai, quoi. Tu vois, quand tu as un match de foot avec un scénario hyper imprévisible avec beaucoup de rebondissements, etc. Tu te dis, mais on dirait un truc de catch, c'est pas possible. C'est le mec qui avant était dans l'équipe d'en face qui va commettre une main provoquant un penalty, mais qui ensuite à la dernière minute va venir marquer le but de l'égalisation, puis qui va prendre un carton rouge. Tu vois, tu te dis c'est trop, c'est du catch. Et le catch, en fait, il essaie toujours d'imiter les moments de sport comme ça, sauf que à chaque fois, ils vont faire un truc maximaliste. Et l'un des trucs de sport logique, c'est que quand un truc marche chez un sportif, il le fait. Quand tu as un tennisman qui joue un autre et qui se rend compte qu'en faisant service volé, il gagne toujours, et ben, il va continuer de le faire. Lesnar, il n'a aucune raison de changer. Si il passe sa souplesse et le mec est à moitié défoncé, ben, il le refait, il le refait, il le refait. Moi, j'aime beaucoup cette logique. Et puis, de toute façon, ce que dégageait aussi Lesnar, évidemment, dans ces moments de brutalité comme ça, quoi, il y a beaucoup de trucs. Donc, ouais, en fait, faudrait que je réfléchisse pour retrouver des très bons matchs parce que j'ai eu des matchs qui m'en ont mis plein les yeux, bien sûr. Je me souviens qu'on faisait les awards, le CDC Awards à la fin de chaque année. nous Et aussi. que, ouais, bien sûr. Et que du Nous coup, aussi, on a les forcément, awards chaque année, pareil. Chaque année, tu pourras les regarder. Là, tu verras. Chaque année, sur les 5 ans, on termine. On a une édition spéciale qui est en général d'ailleurs l'émission la plus écoutée, la plus regardée de l'année. Et je rebondis sur ce que tu parles de Lesnar parce que je pense que tu t'en rappelles pas. Mais une semaine avant WrestleMania 30, il y avait un homme sur les cahiers du catch qui avait annoncé la fin de la streak. Et cet homme, c'était votre tonton Ketchup, c'était tonton Chris qui avait pondu un papier où j'expliquais, alors dans des termes un peu gore, qui expliquait la fin de la streak de l'Undertaker. Et ça s'est vérifié, mesdames et messieurs, ceci n'était pas une prédiction, ceci était un spoiler. Ah bah, je te félicite parce que moi je l'ai vraiment pas vu venir du tout, mais je crois me souvenir, d'ailleurs il faudrait vérifier si tout est encore en ligne puisqu'on faisait le concours de pronos et comme ensuite à chaque résultat, à chaque pay-per-view, on mettait ensuite les résultats détaillés avec quel pourcentage de gens avaient misé sur tel match, etc. Et ben notamment je crois me souvenir bizarrement qu'il y avait eu quand même peut-être 15% pour annoncer la victoire de Lesnar contre le Taker. Donc, peut-être que tu n'étais pas aussi seul, ou peut-être que les autres étaient juste des mecs qui, pour le pari, se disaient, allez, je tente la grosse cote, quoi. Mais Voilà. voilà, bon, il fallait quand même le voir venir. Ok, super. Et alors, maintenant, pour sortir un petit peu du catch, pour finir, là, c'est quoi ton actualité dorénavant? Tu as quitté les cahiers du catch il y a 3 ans. Si tu as un peu de promo à faire, c'est le moment.
Écoute, j'ai vraiment très, très peu de promos à faire ou alors vraiment un tout petit truc complètement déconnant, c'est que si vous êtes sur Facebook, alors je sais que c'est un réseau de vieux, hein, et que les jeunes sont tous ailleurs, mais si vous êtes sur Facebook, avec un copain, alors ça me prend à peu près 1000 fois moins de temps que les Cahiers du catch, à la grande époque. On a fait une parodie, d'une page qui s'appelle Le meilleur du football, qui est à peu près une page abominable ou qui est complètement débile. Et on a fait un truc qui s'appelle Le pire du football. C'est sur Facebook et on fait Le pire du foot et on fait des faux trucs de foot. C'est complètement con et ça se veut tel. Et du coup, je pense que ça pourrait plaire aux fans de catch. Alors écoute, je voulais me faire un plaisir aussi, c'était que je voulais lire à l'antenne la profession de foi des cahiers du catch. Parce Ah, que quand je la lis, en fait, à chaque fois, je trouve que on est tellement raccord à catch-up avec ça. Alors je vais me permettre ça, c'est très court, mais c'est équivoque. C'est sans équivoque, pardon. La profession de foi des cahiers du catch, mesdames et messieurs. Ce site est là pour laver l'honneur du catch et de ses fans. Le catch, si l'on considère sous le bon angle, est selon nous un monde passionnant, vivant, en perpétuelle évolution, un monde à part dont les héros sont à la fois des athlètes exceptionnels et des acteurs de premier plan. Il trône, le catch, au croisement du théâtre, du sport et du nawak le plus complet et fournit aux spectateurs leur contenu d'émotion. Nous voulons ainsi mettre en lumière ses aspects les plus joyeux et aussi les moins ragoûtant. Qui avait signé cette profession de foi? C'est toi, Axel? je pense, ouais, c'est possible. En tout cas, je retire pas une virgule. Hein. Je pense que c'est effectivement un concept. Voilà, exactement. Eh bien, écoute, cette profession de foi, je pense qu'elle peut s'appliquer totalement à Catch-up. On pourrait peut-être y rajouter quelques petits détails, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à acheter là-dessus. Je pense que c'est totalement dans l'esprit et c'est exactement à quoi ça nous correspond et ce pourquoi en fait on est réunis. Alors, nous, à la différence, toi, tu as lâché les cahiers du catch, mais nous, la passion nous a jamais quittés. Effectivement, le podcast radio, c'est un domaine complètement différent et ça permet de parler du wrestling d'une manière un peu plus décalée et puis avec la liberté qu'offre la parole par rapport à l'écrit. Et nous, bah, je pense que toute la team sera d'accord pour dire que de toute façon, on s'éclate et que c'est un plaisir quasi quotidien parce que vu tout ce qu'on produit, surtout ces derniers temps, il y a intérêt à ce que ce soit du plaisir parce que si c'était pas du plaisir, de toute manière, ça aurait pas pu perdurer dans le temps. On fête nos 5 ans, mon bon Axel. Pour nous, c'est une grande fierté. On a commencé une grosse campagne de com sur les réseaux sociaux, etc. L'édition spéciale des 5 ans, qui sera une grosse foire aux questions en live sur YouTube, va se passer aux alentours du 24 mai. D'ici là, on va avoir plusieurs émissions, plusieurs You Talk Too Much, dont le tien qui va sortir. On vous l'annonce déjà, on a déjà plusieurs gros invités qui vont débarquer à Catch Up dans You Talk Too Much, entre autres. On a une nouvelle recrue et un ancien forumeur des Cahiers du Catch, en l'occurrence Zigote, qui nous a rejoint cette année. Donc, tu vois, l'actualité est riche à Catch Up. Écoute, voilà, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, si on faisait aujourd'hui un procès en paternité, je serais absolument ravi de plaider coupable. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Eh ben, écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir se quitter. J'ai été vraiment, vraiment ravi de pouvoir t'inviter à Catch Up et à You Talk Too Much. Alors, vous avez compris, un peuple de Catch Up, si vous voulez retrouver notre ami Axel, il faut aller sur le site des vieux, il faut aller sur Facebook, si vous voulez parler de football. Sur le pire du football, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur Axel au niveau de tout ce qu'on vient de raconter, et donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations un peu plus précises, je vous encourage à vous rendre sur Vox Catch et sur l'onglet réservé au cahier du catch. Il y a encore pas mal d'archives. Alors j'ai regardé, il y en a quand même pas mal qui ont été perdues malheureusement dans la migration, mais globalement on retrouve pas mal de choses. Donc si vous voulez retrouver des articles de votre tonton Chris déjà, parce que moi-même j'ai écrit, de Raphaël, de Yerem qui tenait une rubrique qui s'appelait le gauchomètre, Fiscal, de Ringside, voilà, tous ces gars-là, on est tous sur les cahiers du catch, on a tous écrit à un moment ou un autre. Moi, j'avais voilà, ma partie à moi, etc. Et c'était pareil pour Yerem, Giscal et compagnie. Voilà, si vous voulez retrouver tout ça, c'est facile, c'est trouvable sur Internet. Et ce qui est trouvable sur Internet, c'est également Catch Up, parce que Catch Up, mon bon Axel, dis-toi bien qu'on est partout, on est omniscient, on est omniprésent.
vous nous trouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Les réseaux sociaux, Twitter, @catchupcdc, @tontoncatchup, Facebook, catchupcdc, et Instagram, tenu par notre ami Raphaël hier, instagram.com, catchupcdc. Tu vois, moi, Axel, je te mentais pas quand je disais que les CDC étaient présents chez nous. La dernière chose, rejoignez-nous sur la communauté Catchup sur Discord si vous voulez parler d'un peu plus près avec les chroniqueurs, avoir des discussions plus serrées. Rejoignez-nous sur la communauté Discord. J'en profite aussi pour vous dire que sur YouTube, sur Twitter et sur Catchup et sur Discord de Catchup, vous pouvez nous laisser vos questions pour la foire aux questions. #CatchupNiversary. J'ai fait le tour de la promo. Je répète, le pire du football, le pire du football, le pire du football avec Axel. Merci beaucoup. Je te remercie énormément. Sache que cette émission va être largement écoutée déjà par toute l'équipe et que c'est un plaisir pour tout le monde. Tout le monde était super content de savoir que ce week-end, tu venais enregistrer avec nous. Donc, c'est vraiment je réitère, un énorme plaisir de t'avoir accueilli parmi nous ce soir. Bah écoute, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. J'en profite pour passer un grand bonjour, un grand bisou à toute la petite bande. Je ne vais pas tous les citer nommément parce que j'ai peur d'en oublier un ou deux qui ensuite me livrera une feuille terrible et il viendra me trouver chez moi comme Triple H était venu chez Randy Orton pour le balancer par la fenêtre, ce qui m'avait traumatisé à l'époque et qui m'avait vraiment donné envie d'en savoir plus sur cet univers terrifiant et ultra violent. Donc merci tout le monde, merci les gars et merci de continuer la belle œuvre et à très vite, j'espère, en vrai ou pas en vrai, mais plutôt en vrai. Peuple de Catchup, ainsi s'achève cette 11e édition de You Talk Too Much. On vous fait des bisous. On vous encourage à aller voir déjà tout ce qui est en ligne. Alors au moment où va sortir ce You Talk Too Much 11e édition, il sera passé déjà pas mal de choses. Mais comme d'habitude, vous pouvez trouver nos reviews de Monday Night Raw, nos reviews de Friday Night SmackDown, nos reviews de NXT, nos reviews de la All Elite Wrestling, les pay-per-view. Il y aura certainement eu peut-être Backlash qui sera passé dans l'intervalle. Donc vous allez avoir du matos à écouter. Là-dessus, c'est terminé. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Axel. Salut Chris, merci beaucoup. Et salut peuple de catcheur. Un mail à VoxCatch. Il faut que Catchup soit en homepage. Il le faut. Absolument, ça part tout de suite.